Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'heure de l'information politique, le récapitulatif de la semaine. Sur votre petit écran, le Constier Week News, avec un voyage qui va nous amener aux États-Unis. Nous resterons aussi en Côte d'Ivoire, on ira au Gabon, on ira faire un tour au Sénégal, au Soudan, aux Émirats d'ailleurs, avec cette catastrophe qui a secoué toute la planète. Nous irons au Congo-Brazzaville et en Guinée-Conakry. Restez des nôtres, vous avez fait le très bon choix d'être sur ce petit écran. Ensemble, pendant une heure, nous allons décortiquer la politique panafricaine. Je suis Constieka. Tout de suite, direction les États-Unis d'Amérique, à Washington DC, où le président du Sénat de Côte d'Ivoire s'y est rendu pour vendre la destination Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Aux États-Unis, la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, a brillé de mille feux à la tribune du Forum mondial des parlementaires à Washington, aux USA, portant ainsi la voix de la Côte d'Ivoire. Reportage Gérard-Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, a pris part les 15 et 16 avril 2024 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au Forum parlementaire mondial organisé conjointement avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ce forum est une rencontre des législateurs du monde entier et de hauts dirigeants de l'institution mondiale et du Fonds monétaire international pour partager leurs connaissances, leur expérience ainsi que leurs meilleures pratiques en matière de développement. Prenant la parole à cette tribune mondiale des parlementaires à Washington, la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, a évoqué en premier lieu la bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire, mettant en avant le modèle de gouvernance du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est passée de la 154e place en 2011 à la 87e place en 2023. Ce résultat positif a été obtenu grâce à la mise en place d'une politique rigoureuse de lutte contre la corruption. Cette politique est menée par un certain nombre d'institutions, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État et j'en passe. Au-delà de toutes les avancées, la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, a invité la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à continuer à soutenir davantage la Côte d'Ivoire dans la réalisation permanente de son développement. La Constitution du 8 novembre 2016, en son article 87, confère au Sénat la mission de représentation des collectivités territoriales. À cet effet, le Sénat a organisé en février 2020 un forum avec les collectivités territoriales en vue de prendre toute sa place dans la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons que le chemin vers une gouvernance exemplaire est un processus continu qui nécessite un engagement constant et une collaboration entre le gouvernement, le Parlement, la société civile et les citoyens. Le Sénat de la Côte d'Ivoire est déterminé à travailler ensemble avec toutes les parties prenantes pour relever les défis et exploiter les opportunités qui se présentent à lui dans sa quête commune pour un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. Il est à rappeler que le discours de la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, avait pour thème « Renforcer la responsabilité et la gouvernance pour de meilleurs résultats de développement, le rôle des parlementaires ». L'édition 2024 de ce forum avait pour thème de multiples défis mondiaux. Agir pour avoir l'impact. Nous quittons les États-Unis, ce pays dirigé par Joe Biden, pour la Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Et nous allons proposer quelque chose d'exceptionnel pour le bonheur, encore une fois, des populations de Côte d'Ivoire. L'école de police de la République de Côte d'Ivoire a désormais sa mosquée. Une cérémonie d'inauguration présidée par le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo Diomandé. Comme pour dire que c'est pas sous d'autres cieux qu'on consacre spécialement une mosquée
aux forces de l'ordre. Et ça fait plaisir de voir ce type de considération et de préoccupation. Le ministre de l'Intérieur, comme je disais tantôt, M. Wagondo Diomandé, a été à l'inauguration de cette mosquée à l'école de police de la République de Côte d'Ivoire. La nouvelle mosquée de l'école de police d'Abidjan, dénommée Chama Abdourahmane Al-Moutawa, a fait office de lieu de culte de la prière de 13h du vendredi 12 avril 2024. 30 minutes avant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Wagondo Diomandé, a présidé la cérémonie d'inauguration de la mosquée de l'école de police. La nouvelle mosquée de l'école de police d'Abidjan est basée sur une superficie de 200 mètres carrés. Cette mosquée comprend une salle de prière d'une capacité d'accueil de 320 fidèles, des toilettes et des espaces aménagés. Pour le président de l'ONG Bienfaisance, M. Koulibaly Draman, cet édifice vient renforcer l'harmonie et la solidarité entre les frères d'armes. La construction de ces bels édifices permettra à des centaines de fidèles de se réunir pour la prière quotidienne dans un environnement spacieux, sûr, confortable et sécurisé. C'est un financement à hauteur de 53 553 320 francs CFA des partenaires arabes et exécuté par l'ONG Bienfaisance pour le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police M. Kouyaté Youssouf. La religion joue un rôle important dans l'organisation des communautés. La religion apparaît comme un instrument d'éducation des fonctionnaires de police. Ses vertus revêtent une importance capitale dans l'harmonie et la solidarité entre les frères d'armes dans l'exercice de leur mission régalienne. La construction de cette mosquée traduit la foi des fonctionnaires de la police nationale. Pour ce fait, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Wagondo Diomandé, a exprimé sa reconnaissance à l'ONG Bienfaisance. Je suis heureux aujourd'hui de constater que ce qui a été une certaine idée à un moment donné est concrétisé aujourd'hui par la réalisation de cette mosquée. Il m'a été enseigné tout ce que vous pouvez faire pour vos semblables dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exercice de leur foi. Faites-le. Faites-le à titre de contribution. Je souhaite que Dieu bénisse l'œuvre humaine qui lui est dédié. M. Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a aussi annoncé la construction à venir d'un temple pour la communauté chrétienne de la police nationale. Nous allons parler du Gabon et sachez que la visite du président gabonais en Côte d'Ivoire n'a pas été de tout repos. Le président a voulu vraiment toucher du doigt tout ce qu'il avait à faire. 3 jours étaient pratiquement insuffisants. Le président de la transition gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est allé visiter le parc d'exposition ultra-moderne, comme d'ailleurs vous l'apercevez, de la ville d'Abidjan. Le parc des expositions d'Abidjan qui n'a rien envié au parc des pays hexagonaux. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmana Koulibaly et Marcel Bassolé. Lors de sa rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le jeudi 11 avril 2024, au palais de la présidence de la République à Abidjan, le président de la transition de la République du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a salué le leadership de son homologue ivoirien en matière d'infrastructure. Tout au long de sa visite de travail de 72 heures en terre ivoirienne, le président de la transition de la République du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date est la visite du parc des expositions d'Abidjan le samedi 13 avril 2024. Le parc des expositions d'Abidjan est la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest. Guidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, cette visite a permis à l'hôte de la Côte d'Ivoire de parcourir tous les compartiments de ce joyau architectural, notamment du bâtiment central Hall 1 de 7200 m², pouvant accueillir plus de 700 stands d'exposition. Ensuite, The Convention Center, à la forme d'une grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons. Il est bâti sur une superficie de 9000 m², doté de 5000 places assises et de 10 000 places debout. Le Convention Center est destiné aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques et autres salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares.
La présence du chef de l'État gabonais au parc des expositions d'Abidjan est la manifestation de sa volonté de s'inspirer du modèle ivoirien en matière d'infrastructures commerciales et événementielles dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirasouba, a offert au chef de l'État gabonais, le général Brice Oligui Nguema, la maquette du parc d'exposition d'Abidjan. Cette visite s'est faite en présence des dirigeants de la PFO Africa et Abidjan Events, en charge de l'entretien et de la gestion du parc d'exposition d'Abidjan, inauguré officiellement le 17 juillet 2023. Eh oui, quand on a à la tête d'un pays un homme qui voit grand, c'est pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce peuple lui rend bien. C'est l'occasion d'aller faire un tour du côté du peuple Hatchan. Le peuple Hatchan en plein préparatif pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, qui préside le comité d'organisation, est allé à la rencontre des différentes commissions pour une cérémonie grandiose qu'il prévoit le 27 avril 2024. Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Dans le cadre des préparatifs de la journée d'hommage du peuple Hatchan au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui aura lieu le 27 avril 2024 à Sangon-Dagbé. Le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, par ailleurs président du comité d'organisation de la dite journée, a rencontré les présidents de commission mises en place le 12 avril 2024 à la salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan-Plateau. À cette occasion, le ministre Laurent Tchagba s'est dit heureux du bilan à mi-parcours. Nous sommes prêts. L'activité va prendre encore de l'ampleur parce que le peuple haïtien s'est mobilisé pour rendre hommage au président de la République et le remercier. Nous avons les 3 A, c'est-à-dire le Grand Pont, à travers les Ayoukrou, les Aïzi. Il y a nos alliés, les Aké, tous les autres alliés qui se sont mobilisés pour dire que cette cérémonie ne peut pas se faire sans eux. Il était important que la communauté soit informée, que nous puissions prendre des dispositions pour que cette mobilisation que nous allons réaliser soit une mobilisation contenue, organisée, pour que tout soit mis en œuvre pour que le 27, la fête soit belle. Le président du comité d'organisation a toutefois appelé les populations, autorités administratives, politiques et coutumières à l'effet de se mobiliser davantage pour que ce grand rassemblement soit une fête réussie à l'honneur du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les cadres, le peuple Hatchan et bien d'autres du district ont décidé de rendre un vibrant hommage au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses actions de développement à travers le district autonome d'Abidjan. Mais aussi la nomination de l'un de leurs fils à la tête du gouvernement, à savoir M. Robert Begré-Mambé. Après la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on y reviendra de temps à autre sur ce pays dont l'information est dense. Les membres du gouvernement bougent énormément. L'attraction est énorme aussi du côté de l'Hexagone vis-à-vis de ce pays, mais nous faisons un petit saut du côté du Sénégal, le pays de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un pays aujourd'hui, tout a l'air de décoller comme ils avaient prévu. Le président de la République ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko. Dans ce pays, quelque chose a été très fort, c'était ce grand esprit religieux qui anime l'actuel président de la République et qui, de manière très précise, attire l'attention de tous ses compatriotes qui voient en lui quelqu'un qui fera des bonnes choses. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a été pour l'Aïd El-Fitr prié à la grande mosquée de Dakar. À cette occasion, le président a profité pour prôner la paix, le pardon, l'humilité et surtout une certaine rigueur. Reportage. Pour perpétuer une vieille tradition à l'image de ses prédécesseurs, le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué la prière de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan,
à la grande mosquée de Dakar le mercredi 10 avril 2024. Durant son sermon, l'imam a souligné les valeurs essentielles qui doivent guider notre foi avant de prier pour le président pour la réussite de ses nouvelles missions. Cette année, la Korité intervient quelques jours après l'élection présidentielle et la prestation de serment du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Ce serment a été chaleureusement accueilli par le chef de l'État qui s'est exprimé à la fin de la prière en présence de membres du gouvernement, des autorités religieuses et coutumières qui ont pris part à la prière. Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Prier que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Dans un Sénégal uni dans sa diversité, les ressorts sont solides et le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a rappelé l'importance de consolider cet acquis. Le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratib, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a également rappelé les fondements de la nation sénégalaise avant d'inviter tout le peuple sénégalais à préserver cette stabilité enviée par le monde entier. Il a également invité les Sénégalais à préserver cet héritage sacré et précieux.
Après le Sénégal, retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler du brillant ministre de la Jeunesse, la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui a été regardé ce qu'on appelle sous d'autres cieux l'école de la deuxième chance. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, a visité le centre civique de Bembresso, un centre comme pour donner une deuxième chance à une jeunesse ivoirienne en leur disant « l'État ne vous oublie pas ». Reportage Ousmane Koulibaly, qui à bord de sa voiture s'y est rendu, et Lévite Vaunant avec la post-production de Marcel Bassolet. C'est plus de 200 jeunes avec une moyenne d'âge de 36 ans qui, autrefois confrontés à de nombreux vices, qui ont décidé de tourner la page en intégrant le centre de service civique de Bembresso, une localité située à 23 km d'Abidjan. Ces jeunes stagiaires ont reçu le dimanche 14 avril 2024 la visite du ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré. Le ministre de la Jeunesse est venu s'imprégner de leur quotidien et comprendre leurs préoccupations. Un mois après leur admission au centre, encadreurs et apprenants espèrent une meilleure réorientation professionnelle. Les débuts n'ont pas été faciles, les premières semaines n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Mais avec les conseils des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. L'encadrement est excellent. Notre devoir ici, c'est d'amener les enfants indisciplinés, des enfants qui ont échoué là-bas à la droiture. Après des échanges avec les stagiaires, le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré, leur a prodigué des conseils notamment à tout faire pour être cet Ivoirien nouveau et a par la suite rassuré les stagiaires quant à la facilitation d'insertion socio-professionnelle au sortir de leur formation qui durera 6 mois. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des Ivoiriens nouveaux. Vous savez, notre plus grande fierté, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans les centres de service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après leur transformation mentale, ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Le centre de service civique de Bembresso est bâti sur une superficie de 3,5 hectares. Il est l'un des berceaux du dispositif Parcours citoyen, avec pour objectif d'apprendre aux jeunes les valeurs de la République. Retour, toujours en Côte d'Ivoire, où on va, comme ça a étayé, tout ce qu'a fait le président de la transition gabonaise. Toujours à Abidjan, il a été de part et d'autre rencontrer tous les Gabonais. C'est une particularité qu'on remarque auprès du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait du B2B, pratiquement. Il ne recule devant rien, veut prendre en compte toutes les préoccupations de ses compatriotes. Il a encore fait Abidjan au grand plaisir de toute la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire et l'admiration du peuple ivoirien. Le président de la République gabonaise a échangé avec ses compatriotes lors de son séjour mémorable en Côte d'Ivoire. À des questions, il y a eu des réponses et des souhaits ont été à l'ordre du jour. Mais avant, c'est le lieu de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Et juste après, on vous proposera cette visite, cette rencontre, cet entretien très fraternel entre le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses compatriotes gabonais vivant en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Le président de la République gabonaise, son Excellence Oligui Nguema, a été de tout repos lors de son séjour en Côte d'Ivoire, où il a rencontré et écouté toutes les doléances de ses compatriotes vivant dans ce pays frère, au rang desquels le premier diplomate gabonais accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Faustin Mungengui Nzigou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à rencontrer vos compatriotes de la diaspora chaque fois que l'opportunité vous est donnée est devenue une constante palpable. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur prendront fin et donneront fière allure à votre œuvre. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer ces efforts remarquables qui devrait s'accompagner de l'acquisition d'une nouvelle chancellerie, Monsieur le Président de la République. Il me plaît de saluer le comportement de la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, une communauté qui a toujours respecté les lois et règlements du pays d'accueil, exemplaire et responsable, qui vit en harmonie et sans histoire avec le peuple ivoirien et d'autres communautés étrangères vivant ici. Toute chose qui honore une fois de plus notre pays, le Gabon et ses autorités. S'exprimant à son tour, Madame Bonda Carlène, porte-parole des ressortissants gabonais vivant en Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur les difficultés au quotidien des étudiants gabonais et ceux de ses compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'attirer votre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos étudiants, nous sommes profondément préoccupés par le non-paiement des bourses scolaires depuis plusieurs mois, ainsi que par l'absence d'une couverture médicale adéquate. Nous sollicitons également votre appui pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue de leurs études et des opportunités de stage et d'emploi au Gabon. Pour nos compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire, nous suggérons des politiques encourageant l'entrepreneuriat ainsi qu'une accessibilité accrue au financement et à des initiatives de soutien à la création d'entreprises. Apportant une réponse à la question des bourses des étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères gabonais, M. Michel Régis Onangandiaï, a rassuré ses compatriotes sur le paiement de leurs bourses et a promis de prendre en compte progressivement toutes les questions posées et aspects évoqués par ses compatriotes. Le ministre de l'économie du Gabon, M. Maïs Mouissi, a fait un tour d'horizon des grands travaux engagés au Gabon sous le leadership de l'homme du coup de libération du 30 août 2023, son Excellence, le président de la transition gabonaise, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, à sa prise de parole face à ses compatriotes, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, saluant ainsi son leadership dans la sous-région ouest africaine, leadership qui propulse davantage économiquement la Côte d'Ivoire. Je tenais quand même à remercier ici le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié de travail qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger. Et je remercie le peuple ivoirien pour cet accueil et l'hospitalité qui a été réservée à ma délégation ici présente. J'en profite aussi pour saluer le leadership du président Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques dignes d'envie.
Le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Oligui Nguema, s'est réjoui de l'excellent témoignage qui lui a été fait quant au comportement de ses compatriotes gabonais en Côte d'Ivoire, tout en apportant quelques réponses et traduire sa reconnaissance à ses compatriotes sur leur attitude en Côte d'Ivoire et rassurer les étudiants gabonais sur le paiement de leur bourse. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignements qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté. De savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les Gabonais se portent bien et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent chez eux. C'est surtout ce qui m'a le plus réjoui. Je comprends vos problèmes. Vous avez parlé de bourse. Mais quand je me déplace quelque part, je me rassure. Peut-être qu'on n'a pas la même information ou qu'on n'a pas la bonne information. Vos bourses sont depuis longtemps payées à BGFI Sénégal. Et je sais ce que je dis. La difficulté qui réside, c'est qu'ici, nous n'avons pas une banque gabonaise pour faciliter les transferts. Oui, mais les bourses sont payées à BGFI Dakar. Donc il va falloir les transférer pour BGFI Abidjan. Je demande à beaucoup de Gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience de rentrer. Ce fut une belle rencontre entre le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Oligui Nguema, et ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Voilà qui fait plaisir à tous les Gabonais depuis le 30 août. Cette méthode d'aller vers ses compatriotes, les rencontrer, essayer un peu de recueillir leurs souhaits, leurs désirata, et aussi avec ce dialogue national qui suit son cours du côté de Libreville, au Gabon. Nous souhaitons simplement bon vent à ce dialogue national et surtout au président de transition qui a mené une autre forme de faire de la politique et qui plaît énormément à ses compatriotes. Je vous retrouve juste après la réclame. Retour en Côte d'Ivoire. Il est temps ici de rappeler aux uns et aux autres que la brillante réussite des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire avait été sous l'égide de l'actuel Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, à savoir M. Robert Begré-Mambé. Et toujours lui a été un tout petit peu, pour ne pas dire derrière la canne. Dieu merci, nous l'avons brillamment mérité, cette canne. Aujourd'hui, vous verrez encore, aux côtés du ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Robert Begré-Mambé, à l'ouverture du Massa, ce grand marché des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, comme je disais tantôt, représentant le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, a officié l'ouverture du Massa à Abidjan. Cérémonie grandiose en présence de la quasi-totalité des membres du gouvernement et des collaborateurs de son Excellence le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé et surtout l'incontournable Ousmana Coulibaly. La cérémonie de la 13e édition du Massa a tenu ses promesses. Plus qu'une cérémonie d'ouverture, c'était une ode à la richesse de l'art et à la puissance de la connexion humaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le samedi 13 avril 2024 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, à l'ouverture officielle de la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2024. Placée sous le thème Jeunesse, Innovation et Entrepreneuriat, l'édition 2024 du Massa promet d'intenses festivités du 13 au 20 avril 2024 dans plusieurs communes d'Abidjan. 129 groupes ont été retenus avec plus de 1000 artistes et 300 spectacles qui seront proposés durant la semaine. Ces artistes auront en face d'eux le grand public d'Abidjan
mais aussi 109 programmateurs venus de tous les continents. C'est bien la première fois de l'histoire de notre manifestation que nous enregistrons un tel engouement de la part des artistes. Au-delà des spectacles, et cela est important, le Massa proposera des temps forts d'échange et de réflexion sur les enjeux qui traversent le secteur créatif africain. La représentante de l'Organisation internationale de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest a félicité le Massa de s'être engagé dans la modernisation de ses programmes. Thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, cette 13e édition s'inscrit au cœur même des priorités de l'OIF et fait écho au thème du 19e sommet de la francophonie, créer, innover et entreprendre en français. Dans leurs mots de circonstance, les représentants des pays à l'honneur ont exprimé leur satisfaction. Le Rwanda et la Corée, invités spéciaux du Massa 2024, apporteront durant les 7 jours de festivités leur savoir-faire culturel. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, a rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accueillir le monde culturel à travers cet important événement. Elle a par ailleurs remercié tous les participants. Vous venez de 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. L'honneur revient au Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, d'ouvrir officiellement le Massa 2024 au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Après vous avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Madame Henriette Dagui-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Pour cette édition du Massa, des personnalités artistiques de renom telles que Hassan Kassi Kouyaté, qui présente le comité artistique international, Boumou Bassa, directeur artistique, par ailleurs père de l'artiste chanteur Didi B, Gadoukou la star, chorégraphe de la partie africaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, contribue à la réussite de l'événement par l'encadrement des artistes qui y prennent part. Le Massa 2024 se tient 30 ans après la première édition, accueille 59 pays, plus de 1000 artistes, 300 spectacles et 109 programmateurs. Ce Massa 2024 au serviteur d'Okono Francis ou CNN depuis le palais de la culture. Le Massa est ouvert ici. Voilà.
Eh oui, les artistes sont toujours fiers de voir qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui se fait en grand. Direction la Guinée, juste après la réclame. Nous allons en Guinée pour voir un tout petit peu aussi ce qui se passe dans ce pays présidé par son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de la Guinée-Conakry. Des Chinois ont les yeux rivés sur la Guinée-Conakry. Des consortiums, pour ne pas dire des grandes entreprises chinoises, à l'exemple du groupe China Brown, qui a séjourné à Conakry et reçu par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À Conakry, Charlotte Abdoulaye nous fait un reportage aux côtés de Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé à la post-production. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une audience à M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, le vendredi 12 avril 2024 au palais Mohamed V. La délégation conduite par M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, a été introduite auprès du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, par le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. Les échanges ont porté sur divers aspects, tels que la création d'emplois pour les jeunes Guinéens, la garantie juridique des accords signés et le respect des normes environnementales. Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa détermination à assurer le succès de ce projet pour le bien-être de la nation, a indiqué au sortir de l'audience le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République de Guinée, le général Amara Camara. Le groupe Bao, mais cela c'était dans la continuité des travaux qui ont été déjà faits. Vous vous souviendrez qu'il y a exactement 2 semaines, avec les partenaires industriels, on a achevé le closing après 2 années de lourds et intenses travaux. Et c'était sous la vision et même les orientations du chef de l'État que ce travail a été rendu possible. Donc c'était l'occasion pour le groupe Bao de venir réitérer au chef de l'État clairement la volonté ferme du groupe Bao de respecter ses engagements, de faire les travaux conformément aux engagements qu'ils ont pris, mais également remercier l'excellence de la vision du chef de l'État par rapport au projet Simandou et lui dire tout le respect et tout l'honneur qu'il les a fait en permettant au groupe Bao effectivement de prendre place à la table des industriels. Vous vous souviendrez que le groupe Bao est effectivement le plus grand groupe mondial en matière de fer. Donc c'est également un honneur et un plaisir pour le président de recevoir ce groupe. Et l'occasion a été mise à profit effectivement de parler stratégiquement de ce grand projet, mais également saluer et remercier l'excellence des relations entre les 2 pays. Et chacune des parties a mis le moment à profit pour réitérer encore une fois les engagements fermes que le projet Simandou va se passer conformément à tout ce qui a été mis sur le papier et pour le bonheur de chacune des parties. M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, a loué les efforts du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, pour faire aboutir ce gigantesque projet. La rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président, donne un grand élan pour le projet Simandou. Sous l'implication du président de la République, nos travaux préliminaires ont bien progressé. C'est un moment crucial pour la continuation du projet. La rencontre avec Monsieur le Président a été un énorme coup de pouce pour le projet Simandou. Ce projet est un projet que nous sommes déterminés à réaliser au profit du peuple guinéen. C'est aussi un coup de pouce pour le développement social et économique de la Guinée. Ce projet a joué un rôle important de la promotion des échanges amicaux et de la coopération entre la Guinée et la Chine. Sous la vision et le leadership du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère de prospérité et de développement avec le projet Simandou. Grâce à un engagement sans faille envers la transparence, la responsabilité sociale et environnementale, ce projet promet de transformer positivement la vie des Guinéens et de contribuer au développement durable du pays. Un petit moment de tristesse pour voir tout ce qui se passe et sur le continent africain et même en dehors. C'est le cas de parler du Soudan, où nous souhaitons ne plus voir ces images atroces
Le Soudan, où l'ambiance n'est pas bonne, la raison est simple, encore des tirs de canon ont été entendus, des tirs à l'arme lourde dans ce pays, pour ne pas dire au Darfour. Et ça, c'est pas du tout à faire plaisir à nous, Africains. L'une des grandes villes du Darfour au Soudan, précisément à El Fasher, les combats se sont intensifiés pour la grande tristesse de ce peuple frère soudanais. Il est temps de mettre un terme à toutes ces querelles politiques et de faire revenir les frères soudanais à la raison. C'est aussi un moment de grande tristesse que la planète a vécu du côté des Émirats arabes unis, où à Dubaï, comme un cauchemar, la planète entière a regardé le désastre causé par le dérèglement climatique. Et comme une ironie du sort, c'est à Dubaï que s'est tenu en décembre dernier le sommet sur le climat. Une tornade inqualifiable a causé des dégâts jamais vécus à Dubaï. Heureusement, peu de pertes en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels considérables. Et ça a été viral, ces images sur la toile et par télévision interposée. C'est le lieu ici pour moi de dire encore à toutes les grandes nations de prendre au sérieux ce problème climatique. L'Afrique reste et demeure l'un des continents qui pollue le moins. La pollution africaine est presque insignifiante par rapport aux grandes nations. Et plus besoin de continuer à vivre des moments de grande tristesse comme ce que nous avons vu depuis quelques jours du côté de Dubaï. On se retrouve juste après la réclame. Le Congo, par le biais de son ministre, a toujours été en première ligne pour défendre et pour crier, et décrier même d'ailleurs, dirais-je, le problème climatique dans le monde. C'est l'heure aussi ici de parler de ce Congo-Brazzaville présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Au pays du président Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, s'est tenu un conseil des ministres présidé par son Excellence himself, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise, le mercredi 17 avril 2024 au Palais du Peuple à Brazzaville. Reportage. C'est dans une ambiance digne de solennité gouvernementale et du respect des différentes feuilles de route que l'ensemble du gouvernement congolais et son premier ministre Colline Makosso sont arrivés au Palais du Peuple de Brazzaville. La salle du Conseil des ministres a abrité ce conseil présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise. Au menu de ce Conseil des ministres, plusieurs affaires à l'égard de deux textes, dont l'un est le projet de loi portant la création de l'Agence congolaise de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le second projet de décret portant attribution à la société ICA Mining d'un permis de recherche minière pour l'or dans le département de la Likomo. Ces textes sont du ressort du ministère de l'Industrie minière et de la géologie congolaise. Le ministère des Hydrocarbures n'était pas en reste. Son ministre a soumis à l'examen du Conseil des ministres plusieurs projets de loi. On peut citer entre autres celui portant approbation du contrat de partage de production du permis Ngoki 2 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société africaine des recherches pétrolières et de distribution. Ce projet de loi part du constat que sur notre territoire, différentes entités publiques ou privées émettent, produisent ou utilisent des substances qui émettent elles-mêmes des rayonnements ionisants. Ces produits très dangereux, de nature très variée, pouvant inclure des sources radioactives, peuvent avoir des conséquences néfastes pour les êtres humains dans leurs différents usages, comme le stockage ou le transport. Face à ces dangers, la loi de 2014 relative aux sources radioactives comporte des insuffisances et s'avère inadaptée aux évolutions internationales. Le projet soumis au Conseil des ministres a été élaboré dans le cadre interministériel du projet dit « Inventaire national des SRI ». Il a pour objet d'élargir le domaine du texte de 2014 à toutes les autres sources de rayonnement ionisant et aux applications nucléaires et de l'adapter à la nouvelle donne internationale, au regard des aspirations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA en sigle, à assurer une gestion rigoureuse des substances émettant des rayonnements ionisants et des applications nucléaires.
Le dernier texte présenté par le ministre d'État Oba était un projet de décret portant attribution à la société Inca Mining Sarlu d'un permis de recherche minière pour l'or dit permis Luango Or dans le département de la Lékoumou. Bénéficiant d'une autorisation de prospection pour l'or obtenue en 2023, la société Inca a mis en évidence des indices intéressants de présence d'or. Elle a donc demandé un permis de recherche afin de mieux cerner le potentiel aurifère. Le coût prévisionnel de la campagne projetée pour une durée de 3 ans est de 84 507 600 francs CFA. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la société Inca Mining Sarlu d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Luango Or, dans le département de la Lékoumou. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen des membres du Conseil 5 projets de texte. Le premier est un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production du permis Ngoki 2 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société africaine de recherche pétrolière et distribution. Le Code des hydrocarbures, faisant obligation d'attribuer exclusivement les titres miniers à notre Société nationale de pétrole, le décret du 15 septembre 2023 a attribué à la SNPC le titre d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, Ngoki 2, avec la société SARPD Oil comme opérateur. Le groupe contracteur est ainsi constitué de la SNPC, 15% titulaire, de la SARPD Oil comme opérateur, 85%. Un contrat de partage de production a été conclu entre la République du Congo et ces deux sociétés pour 3 périodes d'exploration qui totaliseront 10 ans. Le coût total des travaux d'exploration est estimé à 200 millions de dollars américains. L'État nautique à ce Conseil des ministres du 17 avril 2024 du gouvernement Koliné Kosso, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Il y a eu entre autres des discussions des projets portant sur les projets des décrets modifiant certaines dispositions du décret numéro 2012-698 du 6 juin 2012 portant statut particulier du personnel universitaire de l'université Mariangwabi, présenté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Madame le professeur Emmanuel Néadouki Delphine Edith, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2012-698 du 6 juin 2012 portant statut particulier du personnel de l'université Mariangwabi. La loi numéro 68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique modifie les dispositions de la loi numéro 021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique, notamment en son article 256 relatif à l'âge de la retraite des fonctionnaires. Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas automatiquement au personnel relevant de statuts particuliers, à l'instar du personnel de l'université Mariangwabi. Ces statuts particuliers doivent être harmonisés, ce qui a d'ores et déjà été fait pour certains personnels, comme ceux de la Défense et de la Police nationale. C'est dans ce contexte et après la décision du comité de direction de l'université Mariangwabi que le présent décret est soumis à l'examen du Conseil des ministres. Le projet de décret fixe la limite d'âge d'admission à la retraite des agents relevant du statut particulier d'université Mariangwabi selon les catégories ainsi qu'il suit. Personnel administratif, technique, ouvrier et de service. 65 ans pour les agents de la catégorie 1. 63 ans pour les agents de la catégorie 2. 60 ans pour les agents de la catégorie 3. Pour ce qui concerne le personnel enseignant,
70 ans pour les maîtres assistants, maîtres de conférences et les professeurs titulaires. 65 ans pour les assistants. Le présent projet de décret entrera en vigueur à la date de sa signature. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2012-698 du 6 juin 2012 portant statut particulier du personnel de l'Université Marien Ngouabi. Enfin, le Conseil des ministres a suivi 2 communications. La première communication était relative à la participation de la République du Congo à la 45e session du groupe de travail de l'examen périodique universel, EPU en sigle. Cette communication a été présentée par M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. On a aussi évoqué à ce Conseil des ministres, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, la participation du Congo à la 45e session du groupe de travail de l'examen périodique universel et aux compétitions sportives internationales. Le même 17 avril, où se tenait le Conseil des ministres en République du Congo, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, en Côte d'Ivoire aussi, sous l'œil de la caméra d'Ousmane Coulibaly, se tenait le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement Robert Begré-Mambé, présidé par le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, s'est tenu le mercredi 17 avril 2024, comme je le disais tantôt. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le Conseil des ministres du 17 avril 2024 s'est tenu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, en présence de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ce Conseil des ministres d'1h30 d'horloge s'est focalisé sur 12 mesures générales, composées de 3 projets de loi et ordonnances et de 9 projets de décret, des mesures individuelles et de 3 communications. Le Conseil des ministres a adopté 3 projets de loi dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Ce projet de loi répond à une exigence majeure de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il met en place un dispositif d'identification minutieuse des partenaires d'affaires et surtout des personnes qui, en dernier lieu, exercent un contrôle effectif sur les personnes morales, connues sous la dénomination de bénéficiaires effectifs. À cet effet, ce projet de loi prévoit, au greffe de chaque tribunal de l'ordre judiciaire, un registre des bénéficiaires des personnes morales inscrites au sein de la circonscription couverte par la juridiction. Un registre central des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques prévu au greffe du tribunal du commerce d'Abidjan regroupera toutes les données nationales en vue de s'assurer de la disponibilité en temps utile de ces informations et de garantir corrélativement la transparence et la sécurité du milieu des affaires. Des projets de décret au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le premier décret porte sur l'approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 52 MW crête à Sokoro, dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, dénommée Convention Ferkessé Solar. Les 5 autres décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 4 valables pour l'or, respectivement aux sociétés
Tchologo Exploration SA dans les départements de Niakarama, Dogo et Korogo. Le 6e décret adopté par le Conseil au titre donc, du même ministère est quant à lui relatif à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'ilménite, le rutile, le zircon, la silimanite, ce sont des métaux rares, à la société Silo Minéral Côte d'Ivoire dans les départements de San Pedro et de Tabou. Le Conseil des ministres a aussi statué sur les mesures individuelles au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au titre des ministères des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination et des projets d'organigramme des départements ministériels qui s'est tenu le 4 mars et le 12 avril 2024. Ainsi, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères techniques concernés, sont nommés en qualité de directeur des affaires financières dans les départements ministériels énumérés ci-après. Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Doucouré Lassiné. Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Nguessan Kwaku Hippolyte. Ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Aka Kwasi Alexis. Ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Dro Dosso. Ministère délégué auprès du Premier ministre, ministère des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, M. Koulibaly Kassoum. En outre, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, est nommé M. Sissé Abdul Kader en qualité de comptable général à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Enfin, s'agissant des communications, au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à l'institutionnalisation du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, et à l'organisation de l'édition 2024. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui a décidé depuis fin 2023 d'étendre ses opérations en Afrique subsaharienne. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de la BERD et a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des financements importants réservés aux projets structurants des pays éligibles. Au titre du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Sénégal. Une délégation de haut niveau, conduite par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, tenue le 2 avril 2024 à Diamniadio, au Sénégal. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le vice-président de la République a réitéré les félicitations chaleureuses
de Monsieur le Président de la République et du peuple de Côte d'Ivoire au nouveau Président de la République du Sénégal, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses charges éminentes au service du peuple frère du Sénégal. C'est à 12h30 le mercredi 17 avril 2024 que s'est achevé ce Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Prochain Conseil des ministres le 8 mai 2024. Nous allons boucler ce programme avec une note qui a attristé toute la Côte d'Ivoire. Pour un dernier au revoir à la nation ivoirienne, cérémonie qui a eu lieu à la primature Abidjan, comme pour dire un au revoir à ce grand serviteur de l'État, un homme patient, de grande qualité humanitaire et qui a tiré sa révérence. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé cette cérémonie le jeudi 18 avril 2024. Comme vous regardez sur ces images, des personnalités politiques, des présidents de grandes institutions en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la grande famille du défunt, présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, de cette façon étreignante, comme pour marquer la douleur, reconforte la veuve du défunt. Reportage depuis la primature de la République de Côte d'Ivoire, Ousmana Koulibaly, Lévite Vonan, avec la post-production de Marcel Bassolet. Nous sommes jeudi 18 avril 2024 et le cadre qui abrite la cérémonie d'hommage de la nation à Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature décédé, est celui de la primature. C'est un ballet de personnalités avec des membres du gouvernement, des hommes politiques, amis et proches de la famille éplorée. Tour à tour, à 10h50, arrivée du général des forces armées de la République de Côte d'Ivoire. À 11h, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, représentant intérimaire du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. 11h14. Arrive le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tim Okomeyele Koné. 11h16, Madame le secrétaire général et Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. La présence des amis et de la famille du défunt, sous le regard du chef de l'état-major des armées de la République de Côte d'Ivoire, le général Lansina Doumbia. Il est 11h20 lorsque le cortège présidentiel fait son entrée dans l'enceinte de la primature de la République de Côte d'Ivoire, avec à son bord le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Moment de tristesse, lisible sur tous les regards. Un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire s'en est allé. Le chef de l'État marque un temps face au drapeau de la République de Côte d'Ivoire pour l'exécution de l'hymne national. Après les salutations du chef de l'État selon le protocole, ce fut au tour de la famille du défunt avant de prendre place pour le déroulé de la cérémonie. Dans une ambiance de tristesse, d'émoi marque ainsi l'entrée dans l'esplanade de la primature, la dépouille du président du Conseil de la magistrature de Côte d'Ivoire pour un hommage mérité de la nation. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est le premier invité à s'incliner face à la dépouille de M. Mamadou Koné.
Suivront alors tour à tour le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thémo-Komele Kone, le ministre d'État, ministre de la Défense et représentant intérimaire du Premier ministre, M. Tédé Birahima Ouattara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, la présidente du Conseil constitutionnel, le magistrat en hiérarchie, Mme Chantal Nanaba Camara, et le président de la Cour de cassation, M. Joachim Youa Kofi, le président de la Cour des comptes et le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Conseil d'État et le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et Madame la grande chancelière honoraire, le président de la commission électorale indépendante et Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le président de la haute autorité de la bonne gouvernance et Madame la représentante de la présidente du Sénat, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur l'ancien président d'institution. 2 discours ont marqué la cérémonie. Le premier par Monsieur Ngoran Tchekli, magistrat hors hiérarchie, conseiller du président du Conseil d'État, pour préciser que l'autorité judiciaire de haut rang, grand serviteur de l'État, mais également grand-père, père et époux aimant, M. Mamadou Kone. Le second discours par le président de la Cour de cassation, M. Joachim Youa Kofi. Lorsqu'on a vécu d'excellents moments pendant de si longues années avec un homme d'exception comme Monsieur le Président Kone Mamadou, on finit par s'imaginer que ces relations particulières dureront une éternité. Mais on revient aussitôt à la triste réalité lorsque, comme recevant un coup de massue sur la tête, on apprend que cette personne aussi talentueuse que compétente vient de tirer sa révérence. On aurait voulu qu'elle vive aussi longtemps pour continuer à irriguer ses relations avec sa source de connaissances, d'humanisme inépuisable. Malheureusement, il faut revenir à l'évidence. Après avoir lutté pendant plusieurs mois et discrètement contre la maladie, l'éminent juriste et homme d'État, Kone Mamadou, nous a tout aussi discrètement quitté pour rejoindre le royaume des esprits. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon grand frère, pour mon parrain, pour mon mentor. Je vous remercie. Partez, Kone, le cœur léger. Vous avez fait votre part et votre souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Bon voyage, Monsieur le Président. Bon voyage, chers frères. C'est alors qu'un défilé de troupes à pied a précédé le retrait du drapeau. Moment solennel de reconnaissance de la nation entière, la remise du drapeau, symbole de l'État de Côte d'Ivoire, porté par le général des forces armées, M. Mamadou Doumbia, au chef de l'État. Un moment de remise du drapeau, symbole à remettre à la famille du défunt par le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour service rendu pendant de longues années. Symbole remis à la veuve de feu Mamadou Kone dans une posture marquée de beaucoup d'entrain. Ensuite s'en est suivi la remise de la dépouille à la famille, comme pour dire adieu à M. Mamadou Kone. Vous aurez servi la Côte d'Ivoire. Toute la nation ivoirienne et son chef d'État Alassane Ouattara au premier plan vous disent adieu. Repos éternel. Nous sommes venus aujourd'hui suite à l'invitation de la République à l'occasion du décès malheureux du président Kone Mamadou, qui a été un des acteurs clés de la vie, je dirais, administrative et juridique de notre pays. Il était important que le Front populaire ivoirien, dans l'approche républicaine, vienne et réponde à cet hommage-là. Très humaniste, mais en permanence faire valoir la justice. C'était un homme droit, rigoureux, et qui a été, je dirais, le mentor de beaucoup. Et aujourd'hui, mon secrétaire général à l'Assemblée nationale était son chef de cabinet. Il était mon juriste. À chaque fois
devant chaque situation, à chaque fois que de besoin, où l'état de droit, où le droit devait s'exprimer, je l'appelais. Tout en vous souhaitant tout simplement de regarder toutes les rediffusions et surtout de rester fidèle à votre petit écran. N'oubliez pas de suivre 24 heures sur 24 vos programmes divers sur les www.cnntv.ci ou en replay cette émission et bien d'autres informations politiques sur le www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce programme hebdomadaire d'information politique, économique et touristique. Je suis Constieka. Au revoir.